par rapport aux contributions qui ont été faites, cette gauche quand même manque un peu de crédibilité actuellement. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau face à cette situation? Ce que je voudrais apporter de nouveau, c'est que la gauche se redéfinisse. Qu'est-ce qu'on entend par gauche aujourd'hui? Est-ce qu'on entend par gauche ce qu'on a connu avec les Jaurès, etc., avec la gauche française qui nous a beaucoup influencés? Est-ce qu'on entend par gauche la première gauche, c'est-à-dire les Majmout, les Cheikh Anta Diop et tout ça? Ou bien est-ce qu'il faut qu'on parte de notre réalité d'aujourd'hui? Vous avez remarqué que dans cette salle, il n'y a pas de jeunes. Que dans cette salle, il n'y a pas de femmes. Donc la gauche se parle à elle-même. La gauche ne parle pas au peuple. Comment maintenant faire de telle sorte que le message de la gauche puisse être un message qui est perçu par la gauche, par l'ensemble du peuple sénégalais. Et pour ce faire, je l'ai dit durant mon intervention, il faut, parce que la communication c'est une production intellectuelle, il faut que la gauche s'approprie la production intellectuelle du Sénégal. La production intellectuelle du Sénégal, c'est chez Anta, chez Senghor, chez Mamadou Dia et tout ça, mais c'est surtout Seigne Touba, c'est tout El Hadj Malick. Ces gens, ils sont imposés non pas par fanatisme, contrairement à ce que dit la gauche, ils sont imposés parce qu'ils avaient une production intellectuelle à nul autre pareil. Cette production intellectuelle, on ne peut pas se dire élite et ignorer sa propre production intellectuelle. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'être un président en France si on ignore Victor Hugo, si on ignore Chateaubriand, si on ignore Lamartine. On ne peut pas être un premier ministre en Grande-Bretagne si on ignore Thomas Hardy ou bien si on ignore Shakespeare. Aujourd'hui, Macky Sall peut être président de la République et ignorer qui est El Hadj Omar Foutiyou, ignorer qui est Cheikh Moussa Ka, ignorer qui est Seigne Touba, ignorer qui est Hadj Malick. C'est cette rupture-là d'abord, l'appropriation de notre production intellectuelle, parce que c'est cette appropriation-là qui va alimenter notre réflexion sur la situation du pays en partant de ce qui nous appartient. Et non pas en parlant de Marx ou d'Engels qui ont apporté, je trouve que Marx est un génie. Parce que ce qu'il a dit jusqu'à présent sur la contradiction entre le capital et le travail est là. Personne ne peut le dépasser. Donc maintenant, il faut qu'on essaye de nous approprier notre propre réalité nationale et essayer de bâtir quelque chose de nouveau en intégrant la jeunesse. Nous sommes dans un pays où 45% de la population a moins de 15 ans. Tu organises un anniversaire, il n'y a aucun jeune. Tu organises un anniversaire malgré le poids de la femme dans la démographie de ce pays. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y a aucune femme dans la salle. Donc la gauche se parle à elle-même, mais ne parle pas au peuple sénégalais. Il faudra rompre par rapport à ça. Peut-on parler d'un nouveau départ de la gauche? Un nouveau départ de la gauche, je ne peux pas le dire parce que la gauche n'est pas dans les partis de gauche. Il y a des gens qui ont des idéaux de gauche qui ne sont pas dans les partis de gauche. C'est exactement ce que Mitterrand avait fait en 1965 lorsqu'il a dit que les gens de gauche ne sont pas au Parti communiste, les gens de gauche ne sont pas que au Parti socialiste. Il faut aller les trouver là où ils sont. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont autour de magazines, ils sont autour de cafés tels que la Brasserie Libre, ils sont au cours de journaux tels que le Nouvel Observateur, tels que l'Express à l'époque. Ils sont surtout dans des clubs. Club Saint-Simon, Club Jean Jaurès. Et Mitterrand a adhéré à 68 clubs. Allez trouver là où sont les jeunes, là où sont la gauche, là où cette gauche-là se réunit tous les jours. C'est pour ça que durant les élections présidentielles de 1965, grâce à la FJDS, la Fédération de la gauche démocratique et progressiste, ils ont mis en ballotage pour la première fois le général de Gaulle. Et c'est cette dynamique qui a continué jusqu'en 1981. Il faut aller trouver la gauche là où elle est. Et la gauche est dans les tours de thé le vendredi, dans les groupes de damier le dimanche ou bien dans les groupes de bolotte le samedi. C'est là où ils sont et non pas dans les partis politiques. Il est grand temps que la gauche arrête de jouer les rôles de passage clandestin. Un parti tel que le PAI n'a jamais affronté le suffrage universel depuis 2001. On ne peut pas continuer. Tu vois. Ils ont fait le premier tour des élections présidentielles, ils ont eu peur. Aux élections législatives, ils se sont mis dans les listes de Benno Bokk Yakaar. Nous avons refusé. Nous avons dit que nous voulons nous peser. Nous allons directement, sans alliance, aux élections législatives. On a eu 4 députés. Aux élections locales, on a dit qu'on y va sur notre propre liste. On a eu
450 députés. Maintenant, pour les élections présidentielles, voici ma philosophie. C'est que c'est un poste public. Et dans un poste public, ça demande 3 choses. Une construction collective, une décision partagée et une écoute citoyenne. Les 3. Il faut que ça soit une construction collective dans des lieux comme ce lieu-là. Qu'on soit d'accord sur le principe d'avoir un candidat de gauche, mais ça va se construire. Il faut que ça soit une construction collective. Et il faut que ça soit une décision partagée. Ce n'est pas parce qu'on sera d'accord dans la salle que l'homme de la rue va être d'accord sur cette décision. C'est une décision partagée. Et c'est une écoute citoyenne. Est-ce que celui que nous avons choisi pour candidat, est-ce que c'est une écoute citoyenne? Et ces 3 niveaux-là, je crois qu'il est un peu prématuré de dire qu'on a épuisé le débat. Il faut l'engager. Et si, même dans ton propre parti, tu te rends compte que, bon, tu n'as personne comme candidat, mets-toi à l'écoute du citoyen. Essaye de trouver quelqu'un qui est très proche de nous, qui même si il n'est pas issu de nos rangs, quelqu'un très proche de nous qui pourra porter le drapeau. Et ce qui est important, au-delà de la personne de la candidature, quel est le programme? Quelle est la vision? Quelle est la stratégie? Quel type d'alliance nous avons besoin? De quel type d'alliance nous avons besoin? Pour faire quoi? Être président de la République pour faire quoi? Pour appliquer et quel programme? Et quelles sont les forces qui vont porter cette vision-là? Les forces de transformation sociale. Parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de transformer notre société et mettre notre société, notre pays dans la dynamique du développement. Et pour cela, il faudra réfléchir, il faudra se concerter. Et il faudra voir quelles sont les meilleures tactiques et les meilleures stratégies pour qu'enfin qu'on ait dans ce pays des leaders que nous avons à la fois choisis mais élus. Jusqu'à présent, moi je suis convaincu d'une chose, nous élisons nos leaders, mais nous ne les choisissons pas. On ne sait même pas dans quel cercle, dans quel lobby ils ont été choisis. Des moyens considérables, son bouquin, etc. Cette pollution sonore durant la campagne électorale. Nous disons qu'il est président de la République. Il est grand temps maintenant de tirer les leçons de tout cela et avoir peut-être, sur la base d'une construction collective, enfin, un candidat qui va intégrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous élisons nos chefs, mais nous ne les choisissons pas, qui intègre cet élément-là, mais capable de proposer une alternative d'abord de résistance, mais une alternative de perspective, en désignant les forces sociales qui sont capables de porter notre vision.